Nouveau casting, nouveau crew pour vous accompagner sur cet épisode spécial, puisque je viens de troquer Gauthier Hockey contre une version améliorée. C'est la 3.0, elle a de l'intellect et du charme à revendre, c'est mon acolyte de toujours. Lorsque normalement j'ai un micro pas loin de la bouche, vous l'aurez reconnu, c'est... Myriam Ockel. Myriam Ockel. Comment ça va, Mims? Ça va bien, je suis contente que tu m'aies remplacé par quelqu'un d'autre et du coup que Gauthier s'amuse avec toi un peu. Voilà, je suis contente de participer à ce podcast aussi. Vous voyez, quand elle est contente, le bruit que ça fait, donc imaginez quand elle est pas contente. Et quoi qu'il en soit, dans l'épisode d'aujourd'hui, je serai aussi accompagné par un autre de mes acolytes avec qui j'ai la chance de travailler en ce moment chaque week-end. Ok, je ne donnerai pas son nom puisque c'est pas sûr qu'on entende le son de sa voix. Ok, ce sera comme une espèce de blind test. Je vous laisserai mettre dans les commentaires, ok, éventuellement qui ça peut bien être. Mon challenge pendant cet épisode, c'est de le faire participer petit à petit. Ok, mais en tout cas, ce soir, j'ai la chance et l'avantage de recevoir quelqu'un qui a participé vraiment à construire et à écrire les premières lignes de l'histoire du CrossFit francophone. Je dirais que d'une certaine manière, on pourrait le décrire comme peut-être le premier influenceur du CrossFit français sur ce réseau, certes désuet, mais ô combien puissant qu'on appelle Facebook. Ok, il est grand, il est beau, il a la barbe rouge et ce n'est pas pour autant un mec qui travaille pour CrossFit France. Vous l'aurez reconnu, c'est Damien Stimens. Eh ben salut Elie, je suis très content d'être là et je trouve ta description très juste, très juste. Mais de toute façon, c'est un podcast qui a vocation documentaire. Alors c'est très bien. L'idée de ce podcast, en fait, c'est marrant parce qu'à la base, quand j'ai eu cette idée-là, je voulais profiter du fait que je sillonnais les routes pour aller donner des formations en me disant c'est quand même cool, j'ai dans plein de box différents, j'ai rencontré plein de gens différents et donc ça pourrait être bien de faire soit des portraits, soit des retours d'expérience. Et puis il y a un truc qui s'appelle la Covid qui est venu par là. Ouais. Et du coup, grâce à toi, ok, j'ai la chance de pouvoir recommencer un petit peu ce type d'interview. Ouais, bah c'est cool. Ouais, c'est vrai qu'on va traverser une période assez particulière et là ça reprend vie, donc c'est vraiment cool pour tout le monde. Ouais. Ok, maintenant pour couper cette phrase relou, il est temps de faire un disclaimer, ok, pour les sponsors fictifs et imaginaires de ce podcast. Vous êtes prêts? Alors, comme à chaque fois, ce podcast est sponsorisé par Fitted. Fitted Parfum Citrus Medley, la boisson qui rend fit, et également par la marque de vêtements Northern Spirit, la marque de vêtements des mecs qui ont l'esprit du Northern, mais qui apparemment travaillent plutôt du côté de Bordeaux. Mais en tout cas, on en reparlera. J'étais obligé de faire cette pub. Ah, c'est très bien fait en plus. Très bien fait. On n'a pas de budget, ok, donc on fait des effets spéciaux de bouche, etc. Ça t'a plu, Myriam? Oui, pas mal, hein. Franchement, bravo. Merci. Donc du coup, je te propose qu'on attaque dans le vif du sujet et qu'on en profite. Allons. Pour commencer, déjà, on peut planter le décor. On a eu l'occasion de se croiser ici donc à Amiens, parce que c'est là que j'ai la chance de travailler ce week-end. Excuse-moi, ok, parce que je sais que toi, ton activité en CrossFit, tu l'as vécu à La Réunion. Je sais, c'est un secret de polichinelle que tu as en projet de partir en Australie. Exact. Qu'est-ce que tu branles à Amiens? Eh bien, figure-toi que je dois être le seul être humain qui habite à La Réunion et qui vient en vacances dans le nord de la France. Je crois que je dois être le seul. Mes parents sont originaires, moi je suis originaire de là, mes parents habitent encore là, donc je suis juste à côté depuis maintenant 2 mois. Et je profite de mes vacances pour voyager, mais mon point central ça reste le nord de la France. Donc je suis juste à côté d'Amiens. La moucate. Exact. Et donc du coup, raconte-nous un petit peu, peut-être pour commencer, ta découverte du CrossFit, elle s'est faite comment? Elle s'est faite sur les réseaux, ça date 2011, donc ça fait 10 ans maintenant. Juste en scrollant mon ordi sur Facebook, je suis tombé sur l'image d'un kettlebell, donc j'ai cliqué dessus. D'ailleurs, c'est un de mes potes de La Réunion qui avait posté ça. Et je suis tombé sur le site de CrossFit, le site de l'époque qui était très particulier, qui était très simple, par contre ça m'a empêché de dormir, donc j'ai pas dormi de la nuit, j'ai scrollé le site CrossFit et puis c'est de là que c'est parti. Donc j'ai commencé à pratiquer avec 2-3 potes dans une salle de fitness, dans le coin d'une salle de fitness à La Réunion. Puis ensuite, quelques mois plus tard, j'ai déménagé en métropole à Bordeaux. J'ai fait quelques drop-ins sur une box 197 box qui avait rue Judaïque à l'époque, je sais même pas si elle est encore là d'ailleurs. Et puis j'ai continué à pratiquer dans le coin de ma salle de fitness cette fois, enfin celle où je travaillais à Bordeaux, puisque je travaille du matin au soir là-bas. Et puis ensuite je suis parti aux États-Unis pour apprendre, pour passer quelques certifs, après avoir passé mon level 1 à Montpellier. Et en revenant des États-Unis, je suis revenu à La Réunion et puis j'ai ouvert ma propre box. Donc CrossFit Red Beard en 2015,
jusqu'en 2021, là, il y a quelques mois. Ok, c'est assez ouf. Je profite de ton histoire pour en placer une petite pour Prisca et tout le staff qui s'occupait et qui s'occupe sans doute encore de CrossFit 197, qui est toujours judaïque. C'est CrossFit Montpellier la plus vieille affiliée, parce qu'il me semble que pendant un an ils n'ont plus d'affiliation judaïque, mais il n'empêche que c'est la première box historique à avoir ouvert en France. C'est cette box-là. J'ai une question qui va te paraître un peu indiscrète, mais c'est juste moi pour comprendre un truc. Tes parents, ils faisaient quoi ou ils font quoi dans la vie? Là maintenant ils sont à la retraite, okay. Mais ils étaient ouvriers dans le nord de la France. D'accord, et donc du coup, ça va m'amener à ma question. Ça t'est venu d'où ce côté globetrotter? Je sais pas trop en fait. La première fois que j'ai fait un long périple, c'est donc du nord de la France pour aller déménager à La Réunion, et c'était à l'époque pour suivre une fille avec qui j'étais. Et donc ça part toujours de là, généralement. Ça m'a donné envie de voyager, donc ensuite elle est partie, moi je suis resté à La Réunion, et puis par contre j'ai toujours gardé le goût du voyage, donc dès que je pouvais bouger, je l'ai fait, mais surtout le CrossFit, quand je l'ai découvert, il y avait déjà quelques box, la première vague de box avait déjà ouvert en France, mais c'était pas super développé, ça démarrait. Et c'était une sorte de rêve d'aller là où ça avait débuté, de voir comment c'était là-bas, de voir si effectivement ils avaient quelques années d'avance sur nous, est-ce qu'on allait avoir la même chose ici ensuite. Et donc j'ai en fait profité que ma nana ait un stage à faire aux États-Unis pour essayer de me positionner sur un stage. J'ai envoyé des CV dans toutes les boxes de Floride, et j'ai une box qui m'a répondu positivement, et j'ai réussi à faire un stage là-bas de coach. Et donc, c'était quoi cette box? C'était Cochin CrossFit, qui existe toujours d'ailleurs. C'est où? C'est à Miami, ça? C'est à Miami, ouais. Ok, j'ai eu la chance de partir en vacances quelques fois à Miami, et j'avoue j'ai souillé pas mal de box. Là-bas, il y en a 3 dans chaque rue, quoi. Ah ouais, c'est fou. Je crois qu'il y a 155 box dans la seule agglomération de Miami. Ouais, ça doit être ça, ouais. Il y en avait déjà plus de 100 quand moi j'y suis allé. Donc, dans la ville ville et banlieue, il doit y en avoir plus de 150 maintenant. Donc, tu vois, je me dis toujours, même par rapport à l'Île-de-France, parce que je pense quand même Miami, si on est correct en termes de. C'est pas comme Paris, les distances aux États-Unis, ça n'a rien à voir dans le tissu urbain, etc. Mais voilà, pour tous les gens qui disent, est-ce qu'il y a encore de la place pour des box? Les gars, il y a de la place. Il y a de la place. J'ai lu un article là, que Daniel il a écrit il y a pas longtemps. Il a dit peut-être que le premier benchmark serait d'avoir en France autant de box de CrossFit que de McDo. Ouais. 1448 McDonald's apparemment en France. Je m'étais amusé il y a quelques temps à faire le comparatif à La Réunion. Là, il y en avait plus de box de CrossFit que de Burger King, Quick et McDo réunis. Ouais. Ça, c'est pas mal. Même, il me semble qu'à La Réunion, vous avez beaucoup plus, dans le monde, un ratio box par habitant qui est le plus gros au monde. Ouais, alors je sais pas si on a le plus gros, mais on a 800 000 habitants. On avait calculé ça. Mais... On a 800 000 habitants, et je crois que maintenant il doit y avoir 25 box. Mais ce qui est encore plus étonnant, c'est qu'à La Réunion, tout le territoire n'est pas exploitable. Ça veut dire qu'en fait, c'est juste le territoire qui est sur la côte du nord au sud en passant par l'ouest, même l'est. Il n'y a rien, quoi. Ça veut dire que si on fait le ratio kilomètres et nombre de box, je pense qu'il doit y avoir une box tous les 7 ou 8 kilomètres. Ouais. Quelque chose comme ça. C'était vous qui avez le plus gros ratio. Ouais, c'est cool. C'est cool de le savoir. Tu as 25, comment t'as dit de box? 25, je crois, maintenant. 25, tu as pour 800 000 habitants. Je crois que l'agglomération parisienne, c'est 6 millions d'habitants. Bon, voilà, ça laisse quand même imaginer ce qu'on pourrait faire de tout ça. C'est cool. Donc, du coup... Moi, j'ai une question du coup pour toi. Est-ce que tu penses que sur l'île de la Réunion, il y a encore de la place avec justement ce ratio-là? Je pense que oui. Après, il y a des endroits qui ne sont pas encore exploités, ça c'est sûr, notamment sur la côte Est. Maintenant, il faut qu'il y ait... la côte Est à La Réunion, elle est particulière. Ça veut dire qu'à mon avis, pour pouvoir ouvrir une box qui fonctionne, il faut être de là, quoi. Donc on peut pas arriver. Et puis quand on est sur la côte ouest, c'est différent parce qu'il y a beaucoup de métropolitains, il y a beaucoup de turnover, beaucoup de gens qui arrivent, qui repartent, etc. Mais l'est, c'est beaucoup plus typique, c'est beaucoup plus ancré. Et à mon avis, si quelqu'un est de là-bas, il n'y a aucune raison que ça marche pas. Ça, c'est sûr et certain. Oui, il y a encore quelques endroits, à mon avis, on peut monter à 30, voire même plus, je crois. Est-ce que tu penses que si, par exemple, Myriam, elle ouvre une box à La Réunion, ça pourrait l'aider à arrêter de fumer? Parce que je crois qu'elle fume. Regarde, écoute sa voix. J'ai chopé froid. Désolée. Non, mais ça fait un côté Jeanne Moreau, c'est pas mal. Ouais. Alors, Jeanne Moreau, pour les moins de 35 ans qui nous écoutent... oui, c'est un rêve de vieux. Ouais. Un rêve de vieux. Est une actrice fossilisée à l'heure actuelle, mais qui avait une voix un petit peu comme ça. Si tu nous écoutes, Jeanne Moreau, en tout cas...
Hommage. On te kiffe, on a bien rigolé en regardant la de zizanie. tuer. Donc en tout cas, voilà, passage du level 1 à Montpellier. Donc j'imagine que toi, ça doit remonter du coup à 2012. Ouais, c'est ça, Ok. 2012 ou 2013. Ouais. Donc est-ce que 2013. c'est l'époque avec les tests du level 1 qui étaient à la fois en anglais et en français? Exact. Ok. Est-ce que tu te rappelles si le WOD que tu avais fait lors de ton séminaire, c'était Fran? C'était Fran, ouais. Ouais, c'est ça. Et le WOD des t-shirts rouges à la pause, c'était Annie, avec Karl et Steve. Ouais. Putain. Karl Stedman et Steve Edoc, c'est dans le même séminaire. Ouais, et il y avait Yves et Raph comme traducteurs. Ouais. T'as vu? Ah ouais, Raph, ouais, c'est pas Raph, à l'époque c'est un mec un peu fragile, non? C'est pas son anglais était pas top. Non, un peu hésitant, effectivement. Ah ouais, mais Mais il a progressé depuis apparemment. Ça m'étonne pas. S'il était là pour se défendre, peut-être qu'il prendrait la parole pour essayer de remettre les choses dans leur contexte. Mais il est absent. En tout cas, ce level 1, retour à La Réunion. Écoute, est-ce que tu es du coup le premier boxonneur de La Réunion? Deuxième. Ouais. Ok, qui était le premier? Mike Nissen. Ok, Mike Nissen, ok, d'accord. Qui lui faisait du fitness plus traditionnel, qui avait un studio de coaching. Juste avant, exactement, et qui l'a modifié, il l'a transformé en boxe, donc il s'est affilié, ça a été le premier dans le sud de La Réunion. Mais au moins 6 mois avant moi, je crois que lui c'est même 2014. C'est que je lui passe de bonjour à Mike. Je sais que ce qu'il a créé, c'est quelque chose d'assez différent de ce à quoi peut ressembler une boxe un peu traditionnelle. Mais ce qui est très marrant sur Mike, c'est que ce gars-là, il était presenter pour une grosse boîte de fitness. Je ne saurais pas te dire laquelle. C'est peut-être les Smiths. C'était un peu les Smiths. Il était même sur les DVD de Body Attack, tout ça là. Il avait sa tête dessus. Exactement. La légende raconte qu'un mec dont le prénom est Daniel et le nom de famille Chaffet, tu peux retrouver sa gueule sur des vieilles cassettes VHS de Bozu et de Sweetball. Très très bon dossier. C'est une légende. Oui, parce que tu vois, Damien, moi, quand j'ai des dossiers, je les partage. Moi, je sélectionne d'abord, effectivement. Je suis pas dans la rétention d'informations, vois-tu? Je vois. Surtout quand c'est pour parler d'un mec qui dit à tout le monde que j'ai le zizi en diagonale. Tout le monde le sait, hein, il l'a raconté au mariage de Willy à tout le monde, juste pour dire. Eh ben oui. Voilà. Que veux-tu? Mais quoi qu'il en soit, la question qui arrive, c'est quand du coup tu t'es pointé à La Réunion, comment s'est passée l'installation? Comment est-ce que les gens ils ont reçu ce projet? Parce que déjà en France, on se dit, alors attention, c'est plein de préjugés ce que je vais dire, mais on se dit ok, en métropole, sur le continent, on se dit ok, ça peut arriver vite. Et puis il y avait Reebok quand même qui poussait au niveau de la pub pour que ça arrive. Mais maintenant, quand t'es sur une île où en plus t'as plein d'autres choses à foutre, quand tu vis sur un endroit paradisiaque comme ça, que d'aller t'enfermer entre 4 murs pour bouger des haltères, comment est-ce que s'est passé du coup l'installation? Écoute, comme chaque activité qui est nouvelle, ça a attiré quand même pas mal de curieux au départ qui voulaient juste essayer, voir à quoi ça ressemblait, etc. Et le bouche à oreille a fait le travail ensuite. Ça veut dire que quand j'ai ouvert au début, c'était une toute petite salle, elle faisait 35 mètres carrés, donc c'était vraiment vraiment petit. Puis ensuite, on a eu 10, 20, 30 adhérents, et c'est arrivé assez vite parce que comme il n'y avait vraiment pas beaucoup de box sur l'île, il n'y en avait même quasiment pas, les gens venaient d'assez loin juste pour essayer, puis ensuite venaient assez souvent. Et non, ça a pris, en quelques mois, en 3 ou 4 mois, ça a vraiment pris et attiré beaucoup de monde. Alors forcément, on n'a pas le même type de public qu'en métropole, parce que comme tu le disais, il fait beau toute l'année, etc. Donc on a beaucoup de gens qui font des pratiques sportives en extérieur, du triathlon, du trail, etc. On a fait beaucoup de choses sur la plage, on a fait beaucoup de choses à l'extérieur, à l'air libre, etc. Ça a attiré tout le monde. Et ça a vraiment mis très très peu de temps à exploser, quoi. Ça veut dire qu'au bout de 6 mois, il y avait déjà, moi j'étais plein par exemple, et il y avait déjà 4 ou 5 projets de boxe qui avaient émergé. Et du coup, les mecs à l'époque, comment est-ce qu'ils faisaient pour se former? Ils faisaient comme toi, ils allaient sur le continent? Ou ils allaient aux États-Unis? Non, ils allaient en France, ils allaient en métropole, ils étaient obligés de toute façon, parce qu'il y avait le voyage qui était forcé, donc ça veut dire que quelqu'un à l'époque qui voulait passer son level 1 était obligé de non seulement investir dans le prix de la formation, mais aussi d'investir dans le billet d'avion qui coûtait facilement 1 000 € l'aller-retour. Donc voilà, c'est pour ça aussi que en termes de boxe, il y avait beaucoup de projets, mais ça a mis un peu de temps. Les projets ont mis un peu de temps à se concrétiser parce qu'il fallait forcément rentrer dans les cases, et notamment celle qui veut que celui qui ouvre une box doit avoir le level 1. Et oui les gars, oui. Celui qui ouvre une box, il doit avoir le level 1. Et du coup, mon autre question aussi, c'est la même chose un petit peu pratico-pratique. Si on pense à des trucs comme genre la livraison de matos, ça se passait comment pour La Réunion, surtout à l'époque? Alors, donc j'ai un petit dossier sur un des honneurs qui est encore en activité d'ailleurs sur La Réunion. Pedro, si tu m'écoutes, elle est pour toi celle-là. Donc le mec, par exemple, est allé sur le site Rogue US.
et a fait comme s'il achetait 3 t-shirts, sauf qu'il a acheté le tout pour une box. Donc ça veut dire qu'il a même pas envoyé de mail en disant que c'était un professionnel. Non, il a fait ses petites courses dessus. Il a mis, je crois, quasiment 1 an du coup à recevoir son matos. Mais sinon, nous, ce qu'on faisait, c'est qu'après avoir comparé tous les prix, parce que en fait tu doubles quasiment en fait le prix quand tu dois le faire venir à la Réunion, et à l'époque il fallait soit passer par la Chine, soit l'Afrique du Sud, c'était soit l'un soit l'autre pour pouvoir avoir du matos. Il y en a très peu au début dans les premières box qui sont passées par l'Europe et ou la France. La plupart du temps c'était ça, Afrique du Sud ou Chine. Ah oui, la Chine. Ben oui. Ah, mine de rien, l'air de rien, ça dépanne. Et du coup, donc tu as ouvert cette box en quelle année ? 2015. 2015. Et c'est quoi ton meilleur souvenir en tant que box owner ? Parce que c'est de l'aventure. Ouais. Moi je me rappelle que j'étais dans un local où au-dessus il y avait un spa. Et on pouvait même pas dropper des PVC, quoi. Ça veut dire que le moindre truc, si on marchait un peu fort sur le sol, on recevait un mail du spa parce que ça faisait du bruit, que ça faisait vibrer tout le truc. Et c'était à la fois c'était un peu stressant, mais c'était tellement rigolo, quoi. Je veux dire, quand tu voyais, t'avais les petites mamies qui descendaient du spa après avoir fait un petit massage et qui voyaient des gars crier, torse nu, transpiration de partout, ou alors en train de boire des bières sur la terrasse, etc. C'était vraiment. Ou alors des fois, on prenait les pneus, on allait les flipper dans le quartier. C'était un quartier résidentiel où il y avait, je crois que la moyenne d'âge devait être de 60-65 ans. Et tous les petits vieux sortaient de chez eux pour regarder ce qu'on faisait. Mais qu'est-ce que vous faites avec cette roue ? Pourquoi vous la faites pas rouler, etc. C'est les trucs du début, toutes les petites anecdotes du début qui font que c'était vraiment bien, quoi. C'était vraiment une super époque. Ça m'étonne pas. Et du coup, tu es parti de ce local qui était au-dessus d'un spa parce que tu créais des remous dans le bain à remous et tu as trouvé un autre local. C'est surtout qu'il faisait 35 mètres carrés. Donc à un moment donné, avec 40 adhérents, j'étais plein, quoi. Donc il fallait que c'était pas vivable. Donc il fallait que je bouge. Donc j'ai bougé ensuite un peu plus au sud vers Saint-Leu. Parce que j'ai trouvé un local plus grand, donc 200 mètres carrés, avec en plus du potentiel extérieur, etc., avec une super vue là sur l'océan. Donc j'ai pris ça, et puis après je me suis installé là jusqu'au bout, quoi. C'est un truc de fou. Et du coup, là, c'est pareil, je l'ai dit un petit peu en intro. Moi, il y a 2 sujets que j'aimerais aborder avec toi. Le premier, c'est ce que tu vas faire dans le futur. On va en parler après. Mais moi, il y a aussi un autre truc qui m'intéresse, c'est... il y a 2 autres sujets en vérité. Le premier, c'est tout le monde, les gens qui te connaissent, en fait, ils te connaissent surtout au travers de Facebook, en règle générale. Comment tu t'es retrouvé dans cette espèce de position où à un moment donné, tu as commencé à poster des trucs, peut-être un petit peu comme Pierre Vacassi, que j'ai déjà interrogé il n'y a pas longtemps, et que ça a commencé à trouver un écho chez les gens. Parce que c'était fou, ils ne pouvaient pas forcément te croiser, tu étais sur ton île, tu avais des trucs et ça suivait. En fait, le premier truc qu'on a fait, c'est qu'avec 2 autres potes, on a créé un groupe sur Facebook qui s'appelait... alors à l'époque, on utilisait le mot CrossFit, on ne savait pas qu'on n'avait pas le droit, mais si je dis pas de bêtises, ça s'appelait Communauté CrossFit France. Ça regroupait tous ceux qui faisaient ça dans leur coin, et on s'échangeait les entraînements, etc. Donc au début on était 50, il y avait plein de monde qui ont leur box maintenant, etc. Mais en fait ce groupe a pris, et ça, je crois que ça avait atteint 7 ou 8 000 personnes assez rapidement. Et forcément, comme j'étais l'un des administrateurs du groupe, je postais régulièrement des choses, plus souvent dans ce groupe d'ailleurs que sur ma page ou quelque chose comme ça. Et puis je pense que c'est de là que c'est parti, en tout cas. À l'époque, je donnais probablement beaucoup plus mon avis que maintenant, sans savoir si c'était bon ou pas, mais j'aimais bien le faire, en tout cas. C'est peut-être probablement aussi pour ça que j'ai pu échanger avec beaucoup de monde, ou que j'ai trouvé un écho. Et puis ensuite, lorsque le magazine Workout Mag est sorti, le rédac chef, juste avant de le sortir, m'a demandé si ça m'intéressait d'intervenir dedans, donc de l'aider à mettre ça en place. Moi, c'est quelque chose qui me plaisait. Je trouvais même le projet assez couillu de mettre quelque chose sur papier, juste sur le CrossFit. Donc c'est peut-être aussi probablement à travers les articles que j'ai pu faire pour ce magazine pendant 3 ans, que j'ai pu avoir probablement une petite tribune pour exprimer, quoi. Non seulement tu as eu une tribune, mais ce que je trouve de hyper cool avec toi et d'hyper feel good, c'est que autant tu partages plein de trucs sur la culture du CrossFit, parce que moi je le vois au quotidien, je suis aujourd'hui... c'est pas confronté, mais j'accueille des gens et je me rends compte que c'est une nouvelle génération. Ouais. En fait, je leur parle de Froning, s'en battent les steaks. Il y a le chauve là, bien sûr. qui fait en team. J'ai des mecs, je leur parle de keeping pull-up, mais en fait tous ils ont appris à faire des butterfly pull-up avant des keeping pull-up.
Je trouve que tu partages plein de trucs en fait de la culture à l'ancienne, un peu comme à l'UFC. J'ai toujours que les games, moi j'ai commencé à regarder, il y avait Khalipa, le grand balèze, il y avait Chris Piller, le petit, et c'était comme l'UFC quand t'avais le petit mec qui faisait du kung-fu, qui se faisait, faut bien le dire, exploser. Démolir par le grand qui faisait 2 mètres, ouais, oui bien sûr. Mais il y avait ce côté-là, puis aujourd'hui tout est un peu plus uniforme parce que voilà, les athlètes sont meilleurs, les règles ont légèrement changé, etc. Et en CrossFit comme dans d'autres types de sports, mais t'as jamais cherché à être dans le dogme. Tu vois, ouais. Et ça, je trouve ça cool. Oui, bien sûr. Bon, après, c'est vrai que déjà, non seulement j'en voyais pas enfin, ça me correspondait pas, mais c'est surtout que je savais que si je tombais là-dedans, ça marcherait pas, quoi, parce que les gens. Enfin, moi, j'ai jamais voulu mettre en avant un truc plutôt qu'un autre, dire moi je suis là parce que les premiers games que j'ai regardés c'était en 2011, donc voilà, donc forcément je connais mieux que vous, etc. L'histoire du CrossFit. Les gens viennent, de toute façon le CrossFit il est là de toute façon là maintenant à vie je pense, donc chaque année il va y avoir de nouvelles personnes qui vont essayer, qui vont découvrir et certains auront envie de découvrir d'où ça vient vraiment à l'origine. Peut-être que dans 5 ou 10 ans, quand on parlera du CrossFit de Glassman, les gens ne sauront pas qui c'est et il va falloir leur apprendre. Peut-être que notre façon de fonctionner maintenant ne sera pas du tout la même dans 10 ans. Il faudra aussi leur dire que ça a existé, ce fonctionnement. Pour les games c'est pareil, ça a toujours été de toute façon la vitrine qui est sur YouTube, sur Internet, etc. Donc c'est vrai que après j'adore échanger avec les gens parce que les gens viennent de milieux différents. Probablement, encore une fois, dans 5 ou 10 ans, on aura des purs produits CrossFit. Ça veut dire des gens peut-être qui ont commencé en kids, qui ensuite ont continué, et puis ensuite sont devenus coach, puis après peut-être owner. Mais là, pour l'instant, ça n'existe pas encore. Ça veut dire qu'on a tous un background différent, on a tous de trucs différents. Moi, je viens de la muscu, il y en a qui... Enfin, moi, j'adore faire des séances encore de temps en temps, pec biceps. Il y en a qui viennent des cours collectifs et qui adorent faire encore un peu de RPM ou des trucs comme ça. Pourquoi tu pointes l'invité mystère du doigt quand tu dis ça? Surtout lui, ouais, des cours de step, tout ça. Et donc, on vient tous avec nos histoires et c'est cool, c'est quand même très intéressant d'échanger là-dessus, quoi. Après il faut quand même que ça suive une certaine ligne directrice, faut pas non plus que ça parte dans tous les sens. Non mais c'est bien, tu vois, que tu aies pu partager la culture une nouvelle fois, tu vois, je veux dire, avec certains acteurs du CrossFit français, on aurait pu parler de certains vestiges, de certaines heures ombres de notre histoire sportive, comme par exemple, tu vois, Keep Mike Up, on aurait pu parler de ça, on a pu faire la genèse, tu vois, de cet événement. Si seulement on avait autour de cette table peut-être l'un des acteurs principaux qui a permis la création de cette première compétition vraiment de fitness fonctionnel. Malheureusement, ce ne sera pas possible. Ouais, peut-être pas. Ça, c'était la première chose. Donc voilà, je voulais rappeler ça et essayer de comprendre un peu comment tu es dans cette position. Et entre deux conneries, l'autre truc qui moi me plaît beaucoup et m'intéresse, c'est que aussi au travers de ce que tu publies sur les réseaux, tu partages aussi beaucoup de ton aventure, et je vais pas dire sportive, pardon, mais liée au fitness. Et j'ai l'impression que t'as fait beaucoup de CrossFit, que t'en fais toujours, que t'aimes beaucoup ça, et que néanmoins t'as pas eu peur de te lancer certains défis ou du moins d'aller explorer. Donc là, à l'heure d'aujourd'hui, on va sans doute en parler bientôt, mais beaucoup de force athlétique. Avant ça, si je remonte à 2 ans en arrière, beaucoup plus de choses axées autour du triathlon, de l'endurance. Voilà, c'est quoi ta quête personnelle par rapport à tout ça? Je sais pas, là, je pense en fait que je suis juste un gars qui s'emmerde assez vite. Ça veut dire que j'ai besoin de nouvelles choses. J'ai une routine, comme tout le monde. Ça veut dire que je sais que le CrossFit fait partie de ma routine et fera tout le temps, à mon avis, partie de ma routine. Ça, c'est sûr et certain. Par contre, j'ai besoin de sentir que... de me mettre... Allez, c'est pas du danger, parce que je prends aucun risque, je veux dire, mais d'aller explorer des choses qui me sont inconnues pour non seulement savoir ce que c'est, pouvoir en parler derrière, et voir aussi ce qu'il est possible de faire quand on mélange certaines choses. Je sais que en ce moment, on voit beaucoup de crossfitters qui tentent des triathlons, des 70-3, ça veut dire des moitiés d'Ironman, etc. Et c'est super cool parce que pour moi, le crossfit doit servir à ça. Ça veut dire qu'on fait du crossfit dans le hangar, mais ça doit servir dehors. Ça veut dire qu'on doit être capable, et on doit même avoir envie de faire d'autres choses, on doit se sentir capable de le faire, et c'est ça que j'ai adoré dans le CrossFit au départ, et c'est ça que je continue d'adorer, c'est que grâce à ça on se sent capable de faire plein de choses. Le triathlon c'en est une, la force athlétique c'en est une autre, il y en a qui font de l'haltéro, il y a tellement de choses à faire, quoi. Et cette base de CrossFit, pour moi, elle nous permet de faire ce qu'on veut, mais vraiment ce qu'on veut, et c'est pour ça que je cherche toujours à peut-être pas à prouver, mais à me conforter dans cette pensée là que le CrossFit est la base de quelque chose de beaucoup plus grand.
Moi je suis complètement d'accord avec ça. Je veux dire, je suis tombé sur Instagram là, il n'y a pas longtemps, il y a une pub pour GoSport qui par ailleurs utilise parfois le CrossFit sans en avoir vraiment le droit. Mais quoi qu'il en soit, ce qui est cool dans cette pub, c'est que ça replace la préparation physique au centre de plein de choses. Donc par exemple t'as Willy dans cette pub, alors tu vois il fait ses muscle up, etc. machin, toujours avec un message très inspirant, une voix suave, une vraie soif de Vosgien qui sent bon, tu vois, la sève de pain. Et il est entouré par d'autres sportifs qui font d'autres sports. Il y a une basketteuse, je crois qu'il y a un sprinter, peut-être une combattante et tout. Et la manière dont c'est abordé, voilà, ça utilise le nom sans l'utiliser, mais voilà, ça dit que cette préparation physique, elle est là pour servir à tous et pour aller dans la bonne direction. Et ça vraiment c'est cool. Et t'as pris du plaisir, par exemple, est-ce que t'as pris du plaisir à faire, par exemple, un Ironman ou un triathlon, et est-ce que t'as eu de l'angoisse à l'idée de peut-être perdre du fitness pendant que tu te faisais cette préparation? Oui, complètement. En plus, je suis quelqu'un qui était super complexé par le physique, ça veut dire que j'étais épais comme une tringle à rideau avant, donc il fallait, perdre le moindre kilo me faisait peur, et je savais que qu'en faisant du triathlon, j'allais perdre du poids, etc. Donc il m'a fallu relativiser ce côté-là, mais c'est aussi pour ça que je choisissais des choses. L'Ironman, c'est quelque chose qui est incroyable. Ça veut dire que c'est quelque chose qui reste à vie. C'est un sentiment d'accomplissement qui est dingue. C'est pas le petit 10 km du village d'à côté, quoi. Donc je savais que ça allait en valoir le coup. Et après, je me disais que de toute façon, quand ce sera terminé, c'était juste un one-shot. Dès le départ, je partais juste sur un one-shot, ce qui s'est confirmé après. Ça veut dire qu'une fois que j'ai passé la ligne d'arrivée, je savais que j'allais plus jamais faire de triathlon. Après, je dis pas, faut jamais dire jamais. Mais en tout cas, là, j'en ai toujours pas envie. Sur les 3 disciplines qu'il y avait que le vélo que j'adorais. Ça veut dire que la course, j'aimais pas et je savais pas nager. Je supportais pas de nager en plus. Mais ça en valait la peine. Et puis ouais, le sentiment d'accomplissement il est complètement dingue quand on fait ce genre de choses. Donc après on relativise pas mal de trucs. J'ai gardé le CrossFit quand même pendant quasi toute la prépa. Il y a juste le dernier mois où j'ai arrêté, mais c'est pas par peur que le CrossFit empiète sur l'entraînement, la récup, etc. C'est parce que j'avais peur de me blesser quelque chose et qu'il fallait surtout pas que je me blesse à un mois de l'échéance, d'autant que c'était pas la porte à côté, c'était en Nouvelle-Zélande, donc il fallait que je prenne 0 risque. Mais ouais, je suis jamais vraiment parti du CrossFit, même quand j'étais en pleine prépa, et je suis très vite revenu après de toute façon, donc ça a été. Ouais. C'est un triathlon que tu as fait ou un Ironman? Un Ironman, ouais. Tu t'es fait un petit tatouage Ironman? Ouais, là sur le bras. C'est vrai? J'ai pas fait la marque Ironman, mais j'ai fait un truc symbolique, quoi. Ah, moi j'ai toujours dit, c'est sûr, si un jour je suis assez con pour faire un truc comme ça, sur la tête de ma mère, je me fais un tatouage. Non, mais c'est complètement dingue. Et puis, alors on fait le truc. Alors la prépa, moi, la mienne a duré 1 an et demi. Et je sais que la course, j'étais prêt, hein, donc elle s'est pas passée du tout comme prévu. Elle était plus longue que prévu. Mais les derniers 400 mètres là, de l'Ironman, quand il fait nuit, quand toute la ville est descendue dans les tribunes et que le gars au micro crie ton nom et te dit officiellement que t'es un Ironman, ça vaut toute la prépa, les 1 an et demi de galère à pas boire des bières le soir parce qu'il fallait se lever à 4h30 le matin, etc. Ça vaut ça largement, quoi. Je viens juste d'être disqualifié. Et moi, ma question, c'est comment est-ce que ça t'est venu de faire cet Ironman, en fait? Et pourquoi à chaque fois dans ta vie, tu te lances des défis comme celui-ci, et là, le futur défi, tu vas te lancer dans peu de temps? Je sais pas trop, je sais pas si je peux te donner une réponse sur ça. Je sais que le choix de l'Ironman, en tout cas, il a été fait après quelques bières, probablement 1 ou 2 de trop, où j'étais avec des potes qui étaient aussi idiots que moi pour accepter de faire un truc comme ça. Mais je sais que quand on s'est dit bon, il faut qu'on fasse quelque chose de particulier, au début on se disait bon, un marathon c'est dur, mais bon, il y a tellement de monde qui le font, etc. Donc après on s'est dit bon, un triathlon, ouais, mais lequel? Bon, on va choisir le plus vieux, c'est lequel? Bon, c'est celui de Nouvelle-Zélande. Bon, on va choisir, voilà, on va faire celui-là. Mais je sais pas trop, j'aime, je sais pas, prendre des risques probablement un peu, mais me lancer des petits défis et surtout me dire que je suis capable de les réussir, c'est quelque chose qui me conforte, en fait. Je sais pas, après c'est des risques calculés quand même, ça veut dire que je pars pas non plus sans l'Ironman. Je l'ai pas fait en 3 mois par exemple, je me suis donné 1 an et demi, donc je pars pas non plus au feu, mais se lancer des choses comme ça, pour moi, ce qui permet d'avancer. Ça veut dire que si on reste dans la routine et qu'on fait toujours la même chose tout le temps, moi j'y arrive pas, quoi, c'est pas possible. C'est quand même cool parce que moi parfois j'ai la réputation, pour ceux qui m'ont eu en tant qu'entraîneur, d'être un mec qui aime pas la compétition et qui aime pas les compétiteurs, ce qui est complètement loin de la vérité. Je trouve juste que parfois
quand tu es athlète, il faut assumer le fait que tu sois athlète. Et il faut pas, dans le monde du crossfit, tenter de mélanger les deux. Parce que très souvent, tu deviens un athlète pas aussi bon que ce que tu aurais pu être et tu deviens un très très mauvais entraîneur. Et c'est un métier pour lequel moi j'ai tellement de respect et je sais que c'est tellement dur que je me dis voilà, il faut arrêter de galvauder les choses et les entraîneurs ont toute leur place. Mais très souvent, surtout ce qui parfois me gêne dans le monde du crossfit tout particulièrement, même si c'est vrai que ça peut se retrouver aussi dans les sports de combat, qui sont peut-être les deux seules activités que je connaisse un temps soit peu, c'est que très souvent les gens, les athlètes, ils ont une espèce de rapport un peu problématique avec la compétition, dans le sens où quand ils ont une échéance et qu'ils l'atteignent, et ben en fait il faut qu'ils repartent tout de suite sur quelque chose. Là, vous avez vu le mec qui fait de la gym, comment il s'appelle, Samir, attention, un très grand champion, très grand athlète, etc. Le pauvre, il rate encore une médaille. Et juste, j'ai écouté une de ses interviews et le mec, la première phrase qu'il dit, c'est vous allez voir 2024. C'est-à-dire, voilà, comme si à un moment donné on pouvait pas lâcher. Après, le truc c'est que il va avoir 35 ans en 2024. Son agrès de prédilection pour l'instant du coup c'est les anneaux, et c'est encore un agrès où apparemment à 35 ans tu peux encore être à ton meilleur niveau. Et ce sera sa dernière chance quoi. Exactement, ça son last shot. Mais je me dis voilà, quand tu es un athlète, et en CrossFit vu qu'on a une espèce de saisonnalité où tous les ans ça revient. Moi je connais plein des athlètes ou des coachs qui continuent à courir après des choses comme si c'était un Graal, et puis même quand ils l'ont vécu, finalement l'expérience, est-ce qu'elle est si bonne que ça, c'est même pas sûr, et pour autant voilà, ils ont envie de recommencer. Et je trouve toujours qu'il y a un truc de très étrange, parce que parfois on peut se perdre là-dedans. Et moi ce que j'apprécie dans ta démarche, c'est qu'en fait à chaque fois que tu te lances un défi, il faut avoir beaucoup de couilles et de force intellectuelle pour se dire ok, je vais faire une fois, et après je vais faire une fois, et ça se trouve je ferai rien d'autre après, ou ça se trouve je vais trouver un autre défi qui me plaît, je vais passer à autre chose et je vais avancer. Et c'est que mon avis, attention, c'est que mon avis, mais je trouve ça vachement plus sain en vérité. Après, quand on fait l'Ironman par exemple, enfin je veux dire, l'aspect compétitif il peut être contre soi-même, mais on sait je savais que j'allais pas le faire pour le gagner ou pour avoir une place, juste pour le finir. Donc j'étais pas en compétition avec les autres concurrents par exemple. C'est pas, c'est la même chose quand j'ai fait mon Murph là avec mon gilet. Je l'ai fait tout seul. Si quelqu'un d'autre l'avait fait un meilleur temps, etc. Content pour lui. Enfin je veux dire, il y a aucun problème. Par contre, moi je suis j'ai un peu le même goût que toi le même non-goût du coup que toi pour la compétition, notamment dans le CrossFit. Ça veut dire que ce soit là ou même en force athlétique, moi j'ai jamais voulu me donner les moyens de vouloir faire des compétitions pour moi, etc. Je préfère d'ailleurs coacher que être athlète là-dedans, mais quand je fais le bilan et que je vois les trucs que j'ai fait à droite à gauche, ça n'a jamais été des compétitions face à d'autres personnes quoi. C'était juste pour moi quoi. Et en ce qui concerne le défi aussi, il y a quelque chose que tu as dit tout à l'heure, quand tu allais coacher en Floride. Pourquoi tu as fait ton stage en Floride, en fait, dans une box là-bas, ouais. Et pas ici où on va à la Réunion? C'est un mélange d'opportunités parce que ma chérie devait faire un stage là-bas en Floride. Elle partait 6 mois. On n'avait pas envie d'être séparés 6 mois, donc je me suis dit je vais te suivre et j'essaie de trouver un moyen. Et en fait, je venais d'être level 1 et il fallait que je découvre ce qui se passait là-bas. Donc j'ai envoyé donc les CV et après j'avais l'anglais très scolaire, je me rappelle à l'époque. Ça veut dire que j'avais vraiment beaucoup bossé avant d'aller là-bas l'anglais, parce que sinon j'allais vraiment pas avoir le niveau. Mais ouais, je l'ai fait parce que c'est un mélange d'opportunités et d'envie de prendre des risques. Je me suis dit si je veux vraiment parler anglais, parce que je savais que ça allait me servir de toute façon, et effectivement j'ai eu raison puisque ça va me servir, si je veux parler anglais, il faut que j'aille directement là-bas et que je le parle 24 heures sur 24, et c'était la parfaite opportunité pour le faire. Donc je me suis lancé. Si ça marchait pas, c'est pas grave, j'aurais arrêté, je serais rentré quoi. Mais du coup ça a fonctionné, donc c'était cool. On a parlé du triathlon, moi j'aimerais qu'on parle un peu de la force. T'as quel âge, Damien? 38. Ok. Moi j'ai fait de la force, toute proportion gardée, mais étant aussi pareil, un peu chétif quand j'étais plus jeune, etc. Et à un moment donné, j'ai voulu prendre pas mal de poids. Le truc que j'ai dû faire le plus sérieusement avant le CrossFit, c'est les arts martiaux et de la force. Et quand j'étais jeune, j'avais l'impression que, pour éviter les expressions malheureuses, j'avais de la sève, mon gars, de partout là. J'étais énervé, et là, mine de rien, c'est pas que je me trouve vieux, mais j'ai de plus en plus de mal à me dire vas-y, je vais me taper du back squat lourd, des deadlifts lourds, du bench press pas lourd le dimanche, bien entouré, ça c'est toujours partant. Toi, comment est-ce que déjà tu as ressenti ça déjà, et si c'est pas le cas, tant mieux, mais comment tu as retrouvé du coup de la motivation pour ce type d'entraînement, parce que la force, faut quand même le comprendre, c'est très cool, mais faut être
quand même très bien entouré, il faut savoir créer de la dynamique. C'est particulièrement fun. Oui, c'est pas fun du tout, même, oui, effectivement. Beaucoup de répétitions, beaucoup de volume. Voilà, comment t'es passé d'un triathlon, des choses très très longues, à repartir sur un truc sur de la force? C'était le contraste, ça t'intéressait, c'était quoi? Voilà. Alors la première fois que j'écoutais à la force, c'était juste avant le triathlon, justement. Comme je savais que quand j'allais démarrer ma prépa d'1 an et demi pour le triathlon, j'allais perdre du poids, etc. Et que je savais qu'il fallait que je fasse un entraînement plutôt de force, parce que je savais que ça allait me servir, surtout pour le vélo. J'ai donc suivi un programme de powerlifting pendant 3 mois, juste avant de démarrer. Et en fait, ça m'avait vraiment plu. Donc quand j'ai arrêté pour démarrer la prépa du tri, je me suis dit, ça m'a plu, je vais y revenir un de ces 4 après le triathlon. D'abord le triathlon, chaque chose en son temps, et puis je reviendrai là, un de ces 4. Et en fait, j'y suis revenu. J'ai pratiqué, alors moi, j'ai pas de bonne perf, donc j'ai pas le niveau de compétiteur, mais par contre, j'ai aussi coaché, je me suis occupé de quelques filles, et en fait, la méthodologie d'entraînement de la force, c'est une méthodologie qui est complètement différente du CrossFit, mais c'est quelque chose qui est passionnant parce que c'est complexe, c'est super chiadé, on pense que c'est simple en fait. On se dit il faut soulever lourd et puis voilà, c'est tout quoi. On va faire une RM toutes les 4 jours, mais non en fait on fait pas ça. Et il n'y a pas de c'est pareil, il faut personnaliser par rapport à l'athlète, et c'est quelque chose qui est très complexe comme le CrossFit en fait. Il y a des similitudes et en même temps il y avait le contraste avec ce que j'avais fait pendant 1 an et demi juste avant. Le fait que j'ai eu quelques résultats avec des filles, du coup ça m'a donné l'envie de continuer à faire ça en parallèle du CrossFit que j'ai jamais lâché, et donc voilà, j'ai continué là-dedans plus souvent en tant que coach. Alors moi je continue de pratiquer, je fais de temps en temps du CrossFit, de temps en temps de la force dans la semaine, je split les deux, mais beaucoup plus en tant que coach en tant que pratiquant quoi. Nice. On avance sur tes projets futurs? Ouais. Ok. Il y a un monument du coup quelque part de la communauté CrossFit de la Réunion qui a momentanément disparu de la carte des affiliés. Ouais. T'as cédé ton affiliation, t'as cédé ton affilié. Mon affilié. La boxe en est même ses murs à quelqu'un pour reprendre le flambeau. T'as dit quoi à ta communauté? Ça a été très très dur parce que le process de vente a duré pendant 1 an et demi. Pendant 1 an et demi, moi, je suis tant que c'est pas signé, je le dis à personne en fait. Parce que si jamais ça se signe pas à la fin, j'ai l'air d'un con, donc je devais garder ça pour moi. Et c'était de plus en plus dur de le faire parce que moi, les gens qui étaient dans la communauté de la salle, c'est la seule chose que je regrette en fait. C'est la seule chose qui me manque. C'est-à-dire, je sais que je vais avoir une autre salle ailleurs, donc je vais retrouver le plaisir à faire ça. Je vais avoir des nouveaux murs, je vais avoir le même nom, mais je veux dire une nouvelle communauté, etc. Mais les gens que j'ai laissés là, vraiment me manquent. Et ça a été dur de le garder pour moi pendant 1 an et demi. D'autant plus qu'à La Réunion, le sport national, c'est les fuites. Il n'y a aucun secret, ça n'existe pas là-bas. Donc l'idée a commencé à se savoir à droite à gauche. Les gens savaient, les gens venaient me voir. Apparemment tu pars, apparemment tu es en train de vendre, etc. Et moi je leur disais non en fait, je leur mentais parce que je voulais pas leur dire tant que c'était pas fait, tant que c'était pas sûr. Donc j'ai dû mentir à beaucoup de gens pendant quelques temps en leur disant non, il n'y a rien, je reste là, il n'y a pas de problème. Et puis à la fin, ça s'est officialisé. J'ai fait une grosse soirée avec un pot pour leur annoncer ça en direct. Et j'ai failli chialer de toute façon, ça c'est sûr. Et puis voilà, quoi, on a bu un coup ensemble. Et puis c'est encore dur maintenant de temps en temps. J'échange encore beaucoup avec les adhérents, ça c'est sûr. Puis je pense que j'échangerai encore beaucoup avec eux pour savoir comment ils vont, demander des nouvelles, etc. Donc la communauté c'est quelque chose qui est, surtout quand elle part de rien, quand tu l'as construit et que c'est la tienne, tu peux pas te l'approprier, mais je veux dire quand c'est ta box, que tu l'as façonnée à ta manière avec ton image et que les gens y ont adhéré, ça veut dire que les gens ont adhéré à ta personne. Et quand tu leur dis ça va changer maintenant, donc je pars, tu casses une sorte de lien que tu as avec eux, et c'est ça qui fait le plus mal au cœur de toute façon. Après c'est pas pour quelque chose de négatif, c'est pas comme si j'avais arrêté parce que je m'en sortais pas, ou comme si j'avais arrêté parce que il fallait que j'étais malade ou quelque chose comme ça. C'est pour quelque chose de positif, donc c'est quand même une bonne nouvelle de toute façon. Et donc du coup, Damien Stimons, le Globetrotter, après l'Hexagone, après la Floride, après la Réunion, c'est quoi la prochaine étape? Je vais encore globetrotter un peu, puisque j'ai vendu mon affilié, la salle, parce qu'on m'a proposé d'aller ouvrir une autre salle de CrossFit en Australie. C'est quelque chose qu'on m'a proposé il y a 2 ans. Donc j'ai accepté, j'ai vraiment assez peu hésité, j'ai accepté tout de suite. Par contre je savais que ça allait être long parce que le process de vente est quelque chose qui prend du temps. Donc voilà,
tout ce qui s'est passé depuis, le Covid, la gestion des salles, etc. J'avais déjà pris ma décision avant, mais ça m'a pas, enfin, je veux dire, ça m'a conforté dans la décision, quoi, de quitter. Et puis voilà, l'envie aussi de découvrir autre chose, d'autres personnes, probablement une autre mentalité, parce que les anglo-saxons ont une mentalité différente de la nôtre, une autre façon probablement de gérer une salle et de construire quelque chose là-bas. Donc voilà, c'est un nouveau défi. Et puis bon, de toute façon, il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas, en tout cas, j'espère. Je crois que tes instincts jusqu'à présent ils t'ont plutôt ouais. bien servi. Ouais, bah, j'espère que ça continuera effectivement. Ouais. C'est que c'est quand même très drôle parce que je dis même toi ou nous, même avec Mims, je la fais rentrer toute la clique de CrossFit Louvre qui divote là-dedans depuis longtemps. Bah, de tous les gens, tu vois, un petit peu de ce milieu-là, bah, c'est marrant parce qu'on n'a jamais été très proches et pourtant on a toujours été dans le même paysage. Et les quelques fois où on s'est croisés, c'est toujours super bien passé, que ce soit aux US, que ce soit en Belgique ou que ce soit là. Et du coup, je trouve que c'est vraiment un truc assez ouf, quoi. Assez ouf. Carrément. Oui, bah, c'est clair. Bah, après, ça arrive comme ça. Alors, il n'y a pas énormément de monde avec qui ça arrive, c'est vrai. Mais c'est vrai que toutes les fois où tu peux rencontrer des trucs, que ce soit dans les compétitions ou games, etc., pendant les annoncements, c'est toujours des moments agréables. Généralement, les gens, tu les vois pas en dehors de ça. Il y a beaucoup de gens parce qu'on n'habite pas du tout à côté, de toute façon. Et après, de toute façon, en Australie, c'est pareil, quoi. Il y a beaucoup de boxe, il y a beaucoup de trucs. Donc, j'imagine que ça va être la même chose. Ça, c'est cool. Bon, si l'an prochain on récupère le flux des CrossFit Games et qu'on fait des commentaires avec Mims, tu rejoins la bande des chroniqueurs. Moi, toujours chaud pour ce genre de choses. Toujours chaud pour ce genre de choses. Moi, c'était mon rêve de gosse d'être commentateur sportif, donc oui, toujours. C'est quand même fou, hein. J'en reviens au fait quand même que tu viens de cette ville, donc Amiens, que tes parents, tu me dis voilà, qu'ils avaient des boulots d'ouvriers, que toi tu vas avoir bossé bientôt sur 3 continents différents, et qu'aujourd'hui tu vas te lancer dans un nouveau projet professionnel, et que malgré tout, attention, c'est pas grâce au CrossFit, tu vois, mais tu sais que moi par exemple avant d'avoir rencontré Daniel, j'avais pris l'avion une fois dans ma vie, tu vois, et que cette espèce de méthode et cette communauté, l'ouverture sur le monde quand même que ça t'amène, et bah mine de rien, je pense que au-delà du sport, au-delà de la méthode, il y a plein de mecs et de nanas parmi nous à qui ça a vraiment fait une jolie vie, parce que du coup c'est complètement dingue, parce que ça te fait avoir des opportunités déjà que forcément tu n'aurais pas eu avant, mais ça te fait rencontrer surtout des gens. Enfin, je veux dire, quand tu rencontres des gars qui sont dans les formations comme Karl, etc., et que tu revois 5 ans après, enfin, quand tu discutes avec eux, Daz, énormément de monde, Rob, etc., c'est toujours des moments qui sont dingues, quoi. Et puis on reste toujours, c'est ça qui est dingue, ça reste toujours simple en fait. On reste toujours en contact, on continue de s'envoyer des messages de temps en temps, une fois tous les 6 mois, mais pour demander des nouvelles, etc. Et c'est toujours bienveillant, c'est toujours, puis on s'encourage toujours, et puis ça se tire toujours vers le haut en fait. Tout le monde est là pour filer un coup de main. Dès que tu as un souci ou une question, tu tombes pas sur une messagerie, t'attends pas une semaine avant d'avoir une réponse, alors qu'en plus les mecs sont super occupés, je veux dire, et ça donne toujours envie d'y rester et de faire partie du truc. À la Réunion, j'ai essayé de faire partie du truc déjà en tant qu'honneur de boxe, en essayant de donner un petit coup de main sur les formations, en essayant de donner envie aux formations de venir sur l'île. Et je sais qu'en Australie, là-bas, je vais avoir un rôle qui sera beaucoup plus minime parce que la communauté est énorme, les salles sont là depuis très longtemps, il y a des salles qui fêtent leur 11 ou 12 ans, je crois, là-bas. Donc ça va être cool, et si je peux, ne serait-ce que participer un tout petit peu là-bas, j'en serais ravi. Je veux dire, j'ai aucun doute sur le fait que tu participeras, et on connaît 2-3 mecs en Australie, on peut t'introduire, et puis voilà, c'est un petit aparté, mais sachez pour tous les gens qui aiment le CrossFit qui sont à l'île de la Réunion, pour tous les coachs qui veulent continuer à se former sur l'île de la Réunion, on vous oublie pas, vous êtes au centre de beaucoup d'échanges pour qu'on essaie de faire revenir les formations sur l'île. Alors voilà, après moi je suis plus décisionnaire de rien, mais en tout cas ça milite, et on fera tout pour revenir très très prochainement pour donner un level 1, et pourquoi pas un level 2, et pourquoi pas les deux en même temps. Et auquel cas, croyez-moi, je reste une semaine et je ferai tout pour prendre le risque d'être bouffé par un requin. Il y a plein de choses à faire, effectivement. Ouais. Écoute Damien, franchement merci. C'était cool, c'est passé vite en plus. Écoute, quand on s'écoute parler, ça va très très vite.
Un peu trop vite. Mais effectivement, ça passe. Mais c'était vraiment voilà l'objectif premier, tu vois, de ces podcasts. Et je suis super content parce que j'en doutais pas. C'était super riche, super intéressant. Merci beaucoup à toi, Myriam, de m'avoir accompagné. Mais de rien, c'est toujours un plaisir. Myriam travaille 50 heures par semaine et c'est encore moi qui lui demande à 23h30 un vendredi de faire un podcast au milieu d'Amiens après sa journée de taf debout à 6h. Écoutez, je propose de conclure ce podcast avec un jeu concours, quelque chose d'inédit au sein du Shaker Show. Notre invité mystère est toujours là, il joue avec un couteau, il regarde le monde avec l'air patibulaire. C'est inquiétant même un peu, ouais. Et néanmoins, il va proposer un jeu très très simple. Ce jeu est très simple, il va prononcer au micro un mot, simplement un mot. Et vous, à l'aide de ce mot, chers auditeurs, dans les commentaires du post Instagram ou Facebook dans lequel je parlerai de cet épisode, vous allez tenter de savoir qui est cet individu. Et le gagnant aura le droit de avoir pour lui un t-shirt Northern Spirit, voilà, à sa taille, ok, et à la couleur de son choix. Êtes-vous prêts pour ce grand concours? Invité mystère, nous t'écoutons. Roukmout. Alors, si vous avez reconnu cette voix, ok, si vous savez de qui il s'agit, en commentaire, ok, sur le post Instagram qui parlera de cet épisode, notez, identifiez cette personne, et le premier à l'identifier gagnera, ok, ce t-shirt Northern Spirit. Mon dame, je te laisse avec ma dernière ânerie. Écoute, c'était très cool, merci Ellie, merci Emus, merci invité mystère pour cette intervention. Salut. Salut.